Amis du jour, bonjour. Je suis Guillaume Lumin du site de vulgarisation scientifique Science Claire. Vous ne le savez pas encore, mais vous connaissez déjà tout de la nomenclature en chimie. Avant d'étudier une science, il faut en maîtriser son langage. La nomenclature est ainsi une suite de règles arbitraires qui vous permet de nommer des produits chimiques. Elle est essentielle à connaître, non seulement pour discuter entre scientifiques, mais également lors de vos examens. En effet, les produits chimiques utilisés dans vos questions d'examen d'université vous seront donnés selon la terminologie officielle de la nomenclature. Si l'on vous parle de monoxyde de carbone, il sera très difficile pour vous de résoudre une équation chimique si vous ne savez pas que l'on parle de la molécule de CO2. De plus, cette vidéo a pour but d'expliquer la nomenclature de la chimie inorganique. La nomenclature de la chimie organique est encore très différente et devra faire l'objet d'une autre vidéo. Avant de passer aux règles de nomenclature en tant que telles, vous devez maîtriser certaines notions de base que je vais revoir avec vous. Un élément chimique se différencie par son numéro atomique, c'est-à-dire son numéro de proton, nommé Z. Ceux-ci sont triés dans le tableau de Mendeleev, dont le premier élément est l'atome d'hydrogène et possède donc un proton. L'hélium est le deuxième élément avec deux protons et ainsi de suite. Un atome neutre est constitué de protons chargés positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. Un corps simple est une substance possédant un seul type d'atome, par exemple l'hélium, le néon, mais également les gaz qui se retrouvent naturellement sous forme diatomique sur Terre, tels que le dihydrogène ou encore le dioxygène. Un corps composé est une substance possédant plusieurs types d'atomes. La molécule d'eau, H2O, possède donc deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous êtes prêts pour dénommer des molécules. Afin de caractériser les noms des molécules, il faut distinguer deux groupes. Les composés binaires constitués de deux types d'atomes comme le sel de cuisine NaCl ou le CO2 composé de carbone et d'hydrogène uniquement. Il y a les composés ternaires et plus qui sont composés de trois types d'atomes ou plus. Par exemple, le MgCO3 est composé de magnésium, de carbone et d'oxygène. Pour le nom des composés, il faut déterminer le caractère métallique des atomes présents dans la molécule. Pour connaître le caractère métallique d'un élément, il faut regarder le tableau périodique. Celui-ci peut être divisé en plusieurs catégories où les métaux sont les atomes présents dans les deux colonnes de gauche. Les colonnes sont appelées familles et sont respectivement les alcalins et les alcalino-terreux. Les métaux ont tendance à former des cations. Les cations sont des substances chargées positivement et donc qui présentent un défaut d'électrons. Les métaux ont pour caractéristique de conduire l'électricité et la chaleur. Il existe également des métaux particuliers qu'on appelle métaux de transition et qui se retrouvent au milieu du tableau périodique. Les non-métaux sont quant à eux dans les familles à droite du tableau périodique, avec notamment la dernière colonne qui sont appelés les halogènes. Faites attention, une petite exception existe avec l'atome d'hydrogène, qui est bien un élément non métallique. Les non-métaux ont tendance à former des anions. Les anions sont donc des substances chargées négativement et qui possèdent un surplus d'électrons. Les non-métaux ont des propriétés complètement opposées aux métaux. Ils ne conduisent ni l'électricité ni la chaleur. Une fois que vous avez déterminé le caractère métallique des constituants de la molécule, si celle-ci est composée de métaux, nous n'indiquerons pas de préfixe. Cependant, il faut indiquer la valence du métal s'il en existe plusieurs. Attention, la valence est le nombre maximal de liaisons que peut faire un atome. Par exemple, le fer est connu sous la forme de Fe2+, qui forme deux liaisons, mais aussi sous forme de Fe3+, avec trois liaisons, le fer étant un métal de transition. Je vais introduire des exemples afin de mieux comprendre. Les molécules sont toujours composées d'un cation écrit en premier lieu, suivi d'un anion. En français, nous allons toujours nommer l'anion avant le cation. Dans le cas d'un anion monoatomique, nous le nommerons avec le suffixe ure. Dans PCl5, le phosphore et le chlore sont des non-métaux. Vous devez donc indiquer un préfixe en fonction du nombre d'atomes dans l'anion. PCl5 devient donc le pentachlorure de phosphore car il y a 5 atomes de chlore dans l'anion. Pour NaH, le sodium Na+ est un métal avec une seule valence et cela correspond bien à l'hydrure de sodium. Certains anions spécifiques ont des noms à part. C'est le cas de l'atome d'oxygène, dont l'anion O2- possède le nom d'oxyde. O2- correspond au peroxyde, et enfin le O2, chargé une fois négativement, est l'ion hyperoxyde. Il existe aussi l'anion OH-, désigné comme l'hydroxyde. De ce fait, pour CaO, le calcium est un métal qui ne possède qu'une seule valence. Le nom du composé est donc oxyde de calcium. Dans cette molécule, l'oxyde est le nom donné à l'anion O2- et le calcium correspond au cation Ca2+, qui forme la molécule neutre
CaO, étant donné que les deux charges se compensent. Pour CO, le carbone est un non-métal, il faut donc mettre un préfixe qui varie en fonction du nombre d'atomes. Le CO devient donc le monoxyde de carbone, car il n'y a qu'un seul atome d'oxygène. Du coup, le CO2 est appelé dioxyde de carbone. Le FeOH2 a pour cation le fer, qui est un métal de transition. Et donc, il s'agit de l'hydroxyde de fer, où le fer est sous la forme de Fe2+. Il faut donc rajouter un petit 2 en chiffre romain, car le fer possède plusieurs valences. Et la molécule FeOH3 existe aussi et est donc appelée hydroxyde de fer 3, car le cation est sous la forme de Fe3+, compensé par les trois charges négatives des ions OH-. Enfin, le N2O3 a pour cation l'azote, qui est aussi un non-métal. Son nom est donc le trioxyde de diazote, étant donné qu'il y a 3 oxygènes et 2 azotes. Si jamais vous avez appris cette molécule comme étant le sesquioxyde d'azote, il s'agit d'une ancienne dénomination pour ce type de composé. Vous pouvez l'oublier et utiliser l'autre méthode qui est bien plus facile et qui est la méthode utilisée aujourd'hui à l'université. Just stop! Just stop it! Stop! No! Just stop it! En résumé, la méthode générale est donc constituée de plusieurs questions. On doit d'abord déterminer si le composé est binaire. Si c'est le cas, alors vous devez savoir si un métal est présent dans la molécule. Si ce n'est pas le cas, vous devez indiquer des préfixes dans les noms. Mais si il existe un métal dans la molécule, vous devez regarder si le métal possède plusieurs valences. Nous passons donc maintenant au composé ternaire et plus, où la plus grosse différence réside dans le nom des suffixes pour les anions. En effet, les anions polyatomiques, c'est-à-dire composés de plusieurs types d'atomes, portent le nom de l'atome central, suivi du suffixe at ou it. Dans le cas de HiO3, l'iode est l'atome central, H+ est le cation et IO3- est l'anion. Nous allons donc indiquer iodate d'hydrogène. Certains atomes polyatomiques peuvent posséder le même atome central, mais peuvent différer par le nombre d'atomes d'oxygène. Dans ce cas, on fera la différence entre eux par le suffixe at ou it. Dans l'exemple suivant, H2SO3 possède l'anion SO3-. Comparé à la molécule de H2SO4, c'est celui-ci qui possède le nombre d'atomes d'oxygène le plus petit. Et donc vous l'indiquez avec le suffixe it. De ce fait, il s'agit du sulfite d'hydrogène. Le H2SO4 correspond à l'anion SO4-. Il s'agit de l'anion avec le plus grand nombre d'atomes d'oxygène. Nous le nommerons sulfate d'hydrogène. Il faut faire attention que certains noms polyatomiques ont des noms terminés en ure, comme c'est le cas de CN-, le charmant cyanure, ou le NH2- qui porte le nom de amidure. Faites attention également que certains anions issus de polyacides contenant de l'hydrogène hydrolysable sont caractérisés par le préfixe hydrogéno. Qu'est-ce que cela signifie? Un polyacide est un acide avec plusieurs hydrogènes. Si celui-ci contient un hydrogène hydrolysable, cela signifie qu'il peut le perdre dans une solution aqueuse. Dans l'exemple de KHCO3, l'acide correspondant est H2CO3, le sulfite d'hydrogène, qui a perdu un hydrogène au profit d'un atome de potassium K. Vous devez désigner cette molécule comme étant le hydrogénosulfite de potassium. Dans le cas où les deux hydrogènes sont remplacés par des atomes de potassium pour donner K2SO3, nous obtenons du sulfite de potassium. Dans le même type d'exemple, le KH2PO4 provient de l'acide H3PO4. Comme il y a deux hydrogènes et qu'un seul a été remplacé par du potassium, vous indiquez du dihydrogénophosphate de potassium. Dihydrogéno, car il y a deux hydrogènes avec du potassium. Le préfixe thio est utilisé quand un atome de soufre s'est substitué à un atome d'oxygène dans le composé dont on le fait dériver. Par exemple, le S2O3- s'appelle le thiosulfate et provient de l'anion SO4-. Pour terminer, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à retenir cette liste incomplète d'ions importants à retenir par cœur malheureusement. Il existe aussi des cations polyatomiques dont je n'ai pas parlé, comme par exemple le NH4+, qui est de l'ammonium. J'attire votre attention sur les composés ClO-, ClO2-, ClO3- et ClO4-. Si vous voulez approfondir la matière, je vous invite à me rejoindre sur mon Discord et à suivre mes cours sur ma chaîne Twitch. Comme il est de coutume, je vous dis, amis du soir, bonsoir.